Bon, en introduction, je voulais vous refaire très rapidement les origines du réseau, même si ça a déjà été bien commencé dans l'introduction. Donc le réseau Cancerville a été créé fin 2013 avec la réponse à l'appel à projet de l'INCAR, donc Cancer 2014-2019, donc par le professeur Jean-Philippe Panot et le docteur Isabelle Poisson-Martin du CHU de Sainte-Marguerite à Marseille. La première RCP nationale a été organisée en mai 2014. On a été labellisé pour la première fois en 2019, donc dans le cadre de l'appel à projet actuel, et effectivement on est en attente du nouveau texte, et évidemment le réseau Cancerville va se positionner sur ce nouvel appel à projet. Alors comment il est organisé ce réseau? Donc c'est un réseau qui est bicite. Il est constitué du site de Paris et de Marseille. La RCP nationale est portée par Paris. Il y a une RCP régionale qui était la RCP régionale vraiment d'origine qui a permis la construction du réseau qui est celle de Oncopaca. Et il y a aussi une RCP régionale à Clermont-Ferrand. Alors, je vous ai détaillé les objectifs du réseau Cancerville tels qu'ils avaient été décrits. Et on va essayer de revoir un peu où on en est au niveau du réseau sur l'ensemble de ces objectifs. Alors, en termes de soins, il y a évidemment l'optimisation de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH atteintes de cancer, avec plusieurs sous-objectifs qu'on va revoir. Et ça, évidemment, c'est porté en priorité, mais pas seulement, par les RCP, qu'elles soient nationales ou régionales. On a aussi un objectif très fort de recherche, et c'est l'objet de la table ronde de cet après-midi, qui est l'amélioration de l'accès des personnes vivant avec le VIH atteintes de cancer à l'innovation thérapeutique en cancérologie. Et on a un dernier point très important également, qui est l'enseignement auprès des professionnels de santé, mais aussi du grand public. Donc je vais essayer de vous survoler un petit peu tout ça. Alors déjà, en termes de soins, effectivement, le réseau se repose principalement sur la RCP nationale en Covid. Donc cette RCP nationale a lieu tous les 15 jours le mardi soir. C'est vraiment une RCP pluridisciplinaire. Elle regroupe des oncologues médicaux, des oncologues radiothérapeutes, des hématologues, des spécialistes d'organes, des virologues, des immunologistes, des infectiologues et évidemment des pharmacologues. Ça permet vraiment une prise en charge, une discussion pluridisciplinaire. En termes de présentation, donc, je vous ai présenté les chiffres en termes, toutes les années. Donc on sera la meilleure année, puisqu'on a déjà fait les chiffres de 2021, et il reste encore une RCP, donc mardi soir. On est à 1215 patients discutés, et comme un patient peut être discuté plusieurs fois, on est à plus de 1500 dossiers discutés. Et on a eu 202 RCP, donc cette année, on a fait deux choses. Donc la RCP avec le plus grand nombre de dossiers. Donc en août, on a eu 21 dossiers et on a fait la 200e. Donc là, je vous ai mis les cancers les plus présentés. Ce n'est pas du tout l'épidémio, c'est la présentation à RCP des cancers. Donc vous voyez que les cancers qui sont présentés en priorité, c'est les poumons et les maladies Kaposi. Alors il y a une logique, hein. C'est des cancers où les cas sont parfois un peu complexes et demandent une expertise pluridisciplinaire. On sait qu'il y a des cancers incidents, comme le cancer du foie, qui sont très représentés dans la population qui vit avec le VIH, mais ces patients-là ont des RCP dédiés, donc la discussion se fait plutôt dans les RCP foie. Donc nous, on reste sur le poumon, et c'est le poumon et la maladie Kaposi qui, depuis le début de la RCP, arrive en tête en termes de présentation. Donc ça, c'est le nombre de patients et par nombre de passages en RCP. Donc vous voyez que la majorité des patients sont présentés une seule fois, mais on a quand même plus de 18% de nos patients qui sont présentés au moins 2 fois. Vous voyez qu'il y a un patient qui a même été présenté 12 fois. Alors comment elle est représentée cette RCP au niveau mondial? Donc on a quand même beaucoup de centres qui participent. On est évidemment présent en France métropolitaine avec beaucoup de centres, mais on est aussi présent dans tous les départements et les territoires d'outre-mer. Pratiquement. Et comme on est une exception en termes au niveau européen, on a aussi des cartes qui sont présentées de la Belgique et de la Suisse. Donc là, actuellement, on a quand même 145 centres qui ont déjà envoyé une fiche à l'ARCP. Ça, c'est la présentation des centres. Tous les ans, je sais que certains centres attendent de voir où ils sont passés. Donc évidemment, la pitié qui porte la RCP arrive en tête, mais je vous ai fait le top 10. Vous pouvez quand même voir que la représentation, elle est pas du tout France métropolitaine centrée. Hein. Si vous regardez le 10e centre, c'est la Réunion. Donc on a quand même une discussion qui se fait partout.
Alors, si on arrive dans les objectifs de soins, donc je ne vais pas du tout détailler puisque vous avez des super présentations derrière, notamment le topo de Caroline Solas concernant les interactions. Mais si on regarde ce qui arrive, ce que l'on fait nous, parce que pas moi, mais ce que font les experts au sein de la RCP, vous voyez quand même qu'en termes de propositions pour le traitement antirétroviral, on a quand même 28% de propositions de changement de ce traitement, et dans 68%, c'était pour des questions d'interaction. Donc Caroline va vous remontrer notamment les dernières interactions avec les thérapies ciblées, mais ça c'est vraiment le cœur de la RCP. Là-dessus, je pense que c'est vraiment l'apport de la RCP, c'est la gestion, l'anticipation des interactions et des toxicités. En termes de traitement carcinologique optimal, alors j'ai mis un petit feu orange. Le feu orange n'est pas vraiment pour la RCP, puisqu'on est vraiment là pour rappeler quel est le traitement carcinologique optimal, mais on a quand même toujours, malgré nos 8 ans d'existence, des fiches présentées avec des propositions de traitement carcinologique avec des moitiés de dose, ou la question, je ne vais pas lui faire de radiothérapie sur le VIH. Donc là-dessus, le feu orange est vraiment pour la représentation encore de ces traitements au niveau national, mais on est vraiment là pour rappeler quelles sont les recommandations. Les recommandations, elles sont simples, c'est de traiter les personnes vivant avec le VIH comme la population générale. Alors effectivement, pour certains cancers, certaines thérapeutiques, il y a quelques précautions à prendre. Et là, je vous invite à écouter très attentivement les topos de Romain et de Sylvain qui vont suivre. Mais c'est vraiment là-dessus qu'on insiste. Vous voyez qu'il y a quand même encore 5% de modification de traitement et pour petite proportion, 12%, c'était pour rappeler quelles étaient les recommandations. En termes de prophylaxie, donc là, ça commence à bien tourner. Sur la fiche, tout est indiqué. Donc pour tous les traitements, pour tous les patients sous traitement systémique, les recommandations, c'est charge virale, VIH une fois par mois, les CD4 tous les 3 mois, une prophylaxie par vaccin de il y a des prophylaxies en termes de sérologie virale. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir des super topos derrière, donc je vais pas rester très longtemps là-dessus. En termes de suivi, donc on a un monitoring immunobiologique qu'on avait créé depuis plusieurs années dans le cadre du réseau. Il a été mis en forme cette année grâce à Laura, notre chargée de communication. Il est disponible. On a fait le même pour les carticelles. Donc c'est vraiment une aide pour les centres. Et dans certains cas très précis, et en cas de mycite ou trouble digestif, il y a aussi un monitoring des ARV qui est proposé. Et le monitoring sera prêt tout début 2023, il sera à votre disposition, il est en train d'être fait par Caroline Solas. Alors, je voulais faire un petit point quand même, pour finir le soin, sur le séquençage tumoral à très haut débit. On avait eu l'occasion de pouvoir bénéficier de ce programme, le programme PFMG, qui était le plan France Médecine Génomique. Et il nous avait été proposé, pour certains types de cancers, de pouvoir bénéficier d'un séquençage tumoral à très haut débit. L'objectif, c'était pour ces 5 cancers, qui étaient plutôt très incidents chez les personnes vivant avec le VIH, ou alors pour lesquels on avait vraiment une impasse thérapeutique, de faire un séquençage à la recherche de mutations pour lesquelles il existe des thérapeutiques, des thérapies ciblées. On avait choisi la maladie Kaposi en 3e ligne, le lymphome, le cancer du canal anal, le cancer du poumon, le cancer de l'oropharynx, HPV-16 en 2e ligne. Et j'ai mis un feu rouge parce que, pour plusieurs raisons. Alors déjà, les délais de réponse étaient très longs. On avait 8 mois de d'attente pour avoir les résultats du séquençage. Donc quand on est en situation clinique, c'était pas du tout compatible avec un traitement. Ensuite, les maladies Kaposi, on en a envoyé plusieurs. C'était vraiment un cancer pour lequel on était très intéressé de savoir s'il y avait des mutations. On en a envoyé plusieurs et on a fini par nous répondre non mais on n'a trouvé aucune mutation pour les 5-6 que vous avez envoyés, donc on arrête, on nous en envoyé. Ça nous a un petit peu refroidi et je pense qu'il faudra revoir, notamment avec l'équipe du PFMG, ce qu'on peut faire, parce que en cancéro, on a l'habitude d'avoir des cancers pour lesquels les taux de mutation sont très faibles. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être reprendre effectivement ce sujet-là. Alors, en termes de recherche, donc pour les personnes vivant avec le VIH, il y a 2 grandes situations. Il y a les études ou les essais spécifiques. Donc là, en termes d'essais cliniques, en France en tout cas, j'en connais. En études translationnelles et observationnelles, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont portés par la PIT notamment, et vous allez avoir 2 topos très intéressants sur l'étude d'idéation notamment, et la cohorte ANRS oncoviac.
Donc ça, c'est les études spécifiques. Ensuite, vous avez les études de la population générale qui peuvent inclure des personnes vivant avec le VIH. Là, on est vraiment dans une situation difficile, c'est pour ça que j'ai mis un feu rouge, puisque la plupart des essais cliniques en cancérologie excluent d'office les personnes vivant avec le VIH. Ça va être l'objet de la table ronde de cet après-midi. On a quand même eu la chance à la PITI d'avoir 3 essais, 2 qui sont fermés aux inclusions. Donc l'essai ISA, qui permettait d'inclure des patients avec un cancer de l'oropharynx en 2e ligne, HPV-16 positif, et on pouvait même inclure des premières lignes. Et on a inclus un patient VIH dans cette étude. Et ensuite, il y a eu les 2 essais podium, l'essai podium 202 qui était une phase 2 dans le cancer du canal anal en 2e ligne, et l'essai podium qui est 303 qui est une phase 3 qui est toujours ouverte pour les premières lignes. Et là, on a été le premier recruteur mondial en France, que ce soit en termes de population générale et en termes de patients affectés par le VIH. On a inclus 4 personnes vivant avec le VIH sur les 9 au niveau mondial. Donc là, vraiment, un grand merci en tout cas à ces industriels qui nous ont fait confiance, parce que pour ces essais, c'était pas d'office un critère d'inclusion, et en discutant avec les industriels, ils ont compris l'intérêt et la faisabilité d'inclure ces patients. En termes d'enseignement, donc, je vous rappelle qu'on a un DU cancer immunodéprimé qui a été entièrement revu cette année pour être suivi intégralement à distance, ce qui nous a permis d'accueillir beaucoup plus d'étudiants, des étudiants notamment qui ne vivent pas en France. On a beaucoup d'étudiants qui vivent en Afrique et qui sont très intéressés, et en tout cas très impliqués dans la lutte contre le VIH. Et on voit un vrai intérêt effectivement à mener ce DU à distance. On a déjà formé 16 étudiants, je sais qu'il y en a dans la salle, donc je les salue. Et on en a plus d'une vingtaine, là on en a 25 qui suivent les cours cette année. Donc vraiment, c'est vraiment un plaisir de pouvoir continuer ce DU. Et on voit vraiment un intérêt à ce DU. On a un livret d'information patient, et là vraiment la collaboration avec les associations de patients c'est essentiel dans la validation, dans la relecture. On avait une V1, une V2, une V2 qui était un petit peu longue. Là on a une V3 en préparation qui va sortir en 2024. Cette V3 elle sera beaucoup plus light, elle sera traduite en plusieurs langues pour être accessible au plus grand nombre. Et c'est en lien avec le site internet, on va refondre aussi intégralement le site internet pour avoir une partie beaucoup plus développée pour les patients, parce qu'il est quand même très porté sur les professionnels, beaucoup d'informations pour les professionnels, mais là maintenant on va avoir deux parties dans le site internet et beaucoup d'informations pour les patients. Un petit point pour terminer sur REN Oracle, puisque c'est les prochaines étapes. Donc c'est un réseau virtuel européen dédié au cancer semi-grave. On avait été labellisé en tant que task force transversale dédiée au cancer immunodéprimé sur la labellisation précédente. On est en attente d'aller à la nouvelle structuration. En tout cas, pour nous, les objectifs qui ont été décrits sont assez clairs. C'est d'écrire la recommandation européenne de prise en charge des cancers chez les personnes qui vivent avec le VIH. Donc de traduire ce livret d'information patient pour qu'il soit disponible à France et tous les patients, mais aussi en Europe, à d'autres pays. Et d'ouvrir la RCP nationale à tous les pays francophones qui pourraient bénéficier de cette RCP. Donc je voulais remercier déjà M. Spani, pour sa confiance au quotidien dans ce réseau quand même, qui est un super réseau, vraiment qui me porte, et on a vraiment envie de travailler dans ce réseau. Je remercie évidemment tout le conseil scientifique. On s'est vu hier après-midi, on a passé plusieurs heures à travailler ensemble, c'était un vrai plaisir, vraiment. Je remercie Laura Gérard, qui est arrivée cette année en tant que chargée de communication et qui fait un super boulot, et on va vraiment continuer en 2023 à travailler avec elle. Je remercie les petits nouveaux, les petits référents qui nous ont rejoints et vraiment qui sont un vrai apport pour notre RCP. De façon personnelle, je remercie le Dr Todesco qui m'encadre de thèse. Je remercie évidemment tous les centres qui nous envoient des dossiers très régulièrement. Et j'ai mis une petite photo quand même, pour un petit souvenir, d'un petit moment agréable il y a quelques années. C'était à Saint-Malo pour vous dire que vraiment, voilà, c'est une super équipe et c'est très agréable de travailler et en tout cas collaborer au sein de ce réseau. Et merci à tous d'être là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie tous.